dans un vieux bouquin de Joël de Ronet qui s'appelait Le Macroscope, que les ancêtres ont peut-être lu, et qu'il faut relire, parce quand on le relit aujourd'hui, on a l'impression que ça a été écrit la veille. Et justement, il décrit très très bien ces mécanismes complexes. Alors la complexité, c'est pas la complication. Hein. Qu'est-ce que c'est la complexité? Ça veut dire l'interrelation des éléments entre eux, qui fait que quand on touche une cause, on touche également les autres. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on trouve une solution immédiate à un problème, c'est rare qu'on ait résolu le problème. Sauf à avoir regardé l'ensemble des causes de ce problème. Alors, moi je vais revenir un petit peu sur le changement dans les modes de travail. Alors, je vais juste me pencher sur le travail, je dirais, dans le domaine du service, qui est soi-disant représente à peu près 70% de la richesse de nos pays occidentaux, puisque les usines, comme elles polluent, on les envoie ailleurs. C'est plus pratique. Enfin, ça ne veut pas dire que les usines disparaissent, ça veut dire qu'elles ne sont plus chez nous. Mais donc voilà ce qu'on récupère. On récupère donc une économie, je dirais, symbolique. Charles Handy parlait de symbolic analysts, les analystes symboliques. C'est des gens qui, des fois, font des choses et on ne comprend plus très bien, mais ça a une valeur économique. Et qui travaillent dans des bureaux et qui font des choses. Et alors, quand l'Internet est arrivé et s'est répandu dans les années 90, milieu des années 90, ça a créé un énorme espoir, déjà de pouvoir se libérer de certain nombre de contraintes, comme dans la bande dessinée qui a été faite par Gilles sur la description du télétravail et comment quelqu'un peut partir s'installer dans la campagne et se libérer des 2h30 de transport par jour dans les transports parisiens, par exemple. Mais c'est aussi, surtout, ça pouvait ouvrir le champ des possibles en termes de possibilités de travailler différemment, plus, on va le dire comme ça. En 92, 13, 14, je ne faisais pas partie des feignants, mais j'arrivais à gérer à peu près deux projets par an. Aujourd'hui, on en est entre 11 et 15. Parce qu'on n'a plus les mêmes outils, on a des outils de collaboration qui sont beaucoup plus puissants. Donc ça ouvre le champ des possibles. Et puis s'ouvrir aussi sur le monde, puisque ce sont des outils qui sont, en théorie, internationaux. Unisys, dans les années 95-96, suppression des bureaux. C'était très marrant, d'ailleurs, c'est là que j'ai appris la première fois à travailler à distance, et à travailler... pas forcément à télétravailler, mais à travailler un peu partout, dans tous les bureaux de passage qu'on trouvait, voire chez soi. Je me souviens notamment du site web dont on a signé le contrat avec les graphistes à l'époque dans mon appartement à Londres, parce que c'était plus pratique. C'était assez marrant. Donc c'était aussi assez en avance. Et puis, il y a eu deux autres exemples qui ont été marquants. J'ai moins vécu de l'intérieur, forcément. Le premier, c'est les bureaux de proximité qui ont été créés par IBM en 95 aussi. Et notamment, il y en avait un qui a été créé au PEC, je crois. Il y en a eu 2 ou 3 qui ont été créés. Et si vous voulez des métriques justement sur ces sujets-là, en tapant dans Google ou en cherchant sur le site de Jean-Michel Yolin, Y-O-L-I-N, vous retrouverez un rapport qu'il a écrit il y a quelques années et qui explique les bénéfices et les retours de cette expérience de télétravail. Pas de télétravail, de bureau de proximité, pardon. Et il y avait une chose très intéressante, notamment, dont je me souviens, c'est que les employés économisaient environ 2 heures de transport par jour et en réinvestissaient la moitié dans le travail. C'était tout bénéfice pour IBM. Alors, le deuxième point, la troisième expérience, c'est marrant. Alors là, c'est une expérience intéressante parce qu'elle a raté. C'est l'expérience Accenture. Alors à l'époque, ça s'appelait Andersen Consulting, je pense, si mes souvenirs sont bons. Et ils avaient décidé de supprimer leur bureau également et d'ouvrir juste une vitrine sur les Champs-Élysées. D'ailleurs, maintenant vous la voyez, c'est Louis Vuitton. Pardon ? C'est la même chose, oui, c'est la même chose.
il y a un petit peu plus de contenu chez Accenture. Donc en fait Accenture a créé cette... en fait c'était un système qu'on appelle en anglais, on les appelle ça huddling, c'est-à-dire c'est des bureaux en location où on vient et on a un casier et on vient mettre ses affaires dans le casier. Bon, ça a beaucoup perturbé les consultants dans un sens. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques années, ça doit faire 5-6 ans maintenant, Accenture a rouvert des bureaux sur la rive gauche, derrière la grande bibliothèque. Ils sont revenus à un modèle très traditionnel en fait. Donc ça c'est assez amusant. Alors qu'est-ce qui en est aujourd'hui, c'est-à-dire 15 ans après. Donc ça c'était Playtime, 1960 à peu près. Vous reconnaissez Jacques Tati. C'était visionnaire à l'époque, hein, parce que les gens n'imaginaient pas qu'on pourrait jamais travailler comme ça. Ça, c'est effectivement le modèle anglo-saxon qu'on connaît depuis les années 70 à peu près, hein, qui est ce qu'ils appellent en anglais, on appelle ça un cubicle, hein, un cube. Alors si vous voulez rigoler, il y a un bouquin américain qui s'appelle The Dilbert Principle de Scott Adams, qui décrit la vie quotidienne dans les cubicles. C'est assez amusant parce que c'est tout un écosystème, le cubicle, hein, dans les pays anglo-saxons. Et alors, qu'est-ce qu'on voit 15 ans après? Eh bien, quand on va à l'étranger, dans les grandes sociétés, j'entends, je ne parle pas des PME, des start-up, des TPE, des gens qui sont ultra mobiles par définition. Je parle des grandes sociétés qui représentent quand même, alors je ne sais pas combien de pourcentage de l'emploi, mais enfin certainement un gros pourcentage. Eh bien, on trouve toujours ça, en fait, grosso modo, avec quelques variations. Et en France, la grande nouveauté, c'est que 15 ans après, on est en train de mettre ça en place. Ce qu'on fait en France, c'est plutôt ça, en fait. C'est beaucoup plus sophistiqué, c'est-à-dire c'est la même chose, mais sans les cloisons d'isolation phonique. Parce qu'en France, on est très conviviaux, on aime bien s'entendre, donc il faut que tout le monde se parle, hein, et donc il faut que tout le monde entende tout le monde. Et je ne sais pas pourquoi il y a une fixette sur la cloison d'isolation, donc du coup on n'en a pas. Hein, donc voilà ce qu'on récupère, ce qui provoque d'ailleurs des réactions assez brutales sur le lieu de travail, du style arrêtez de parler, arrêtez de téléphoner, enfin bon, ce qui est très pratique pour bosser. Bon, et puis bien sûr, ce qu'on voit de plus en plus, effectivement, c'est des gens qui se mettent à travailler un peu de partout, voire même le dernier point. Alors là, ça c'est l'avenir. Hein. Ça commence à arriver. J'ai essayé de parler de WebEx tout à l'heure, c'est même pas nouveau. La webconférence, ça existe depuis très longtemps. C'est un produit maintenant qui est très mûr. Aux États-Unis, c'est environ une réunion sur deux. Environ. Le mail, c'est tout sauf un outil collaboratif. C'est pareil, une étude qui a été faite par Richard il y a quelques années avec Microsoft sur la collaboration au travail, mais j'en ai vu d'autres aux États-Unis du même tonneau. Quand on demande aux gens quel est l'outil de collaboration que vous utilisez le plus, ils vous répondent le mail. C'est un outil vachement collaboratif puisque c'est asynchrone. Je vous envoie, je vais boire un café, un mec qui renvoie. On arrive dans des relations où on ne communique plus, mais on fait du ping-pong. C'est absolument insupportable. C'est d'ailleurs, pour ma part, j'estime que c'est un élément du stress au travail qui compte pour moi au moins pour la moitié du stress au travail, si ce n'est pas 80% du stress au travail. Les gens ne se parlent plus. Alors dans mon équipe, je suis un véritable dictateur. Le premier qui m'envoie un mail, je le fusille à l'eau chaude. Il pousse la porte et il vient me voir et on discute. Et on ne s'envoie plus de mails et on n'en a plus besoin en fait. Et quand je vois des gens qui m'envoient des mails sur le même plateau alors qu'ils pourraient me parler, 5 minutes après, je suis devant leur bureau en leur posant la question, mais qu'est-ce que tu veux? De toute façon, tu m'as envoyé un mail de 3 paragraphes, ça va me prendre un quart d'heure pour le lire, le comprendre, le décoder. Allons boire un café, on va perdre une demi-heure, mais ça ne sera pas une demi-heure de perdu, parce qu'au moins on aura échangé.